en direct. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. Enfin, Emmanuel Hirsch, qui est directeur de l'espace éthique de la PHP, qui aujourd'hui est à Aix pour un colloque sur l'Alzheimer et qui n'a pas pu être avec nous, mais qui nous accorde tout son soutien, ce qui pour moi est très important. Vous devez être surpris des 3 personnes qui sont derrière moi. En réalité, je vous annonce que dans le cadre de cette campagne, j'ai 3 porte-paroles. Vous connaissez Xavier Lemoine. Il était là, déjà. Et maintenant, 2 supplémentaires. Franck Marguin, conseiller régional, vice-président du PCD, directeur général de la Deutsche Bank. Et puis notre jeune Annelise Josset, 24 ans, professionnelle, et qui arrive des JMJ. C'est la génération JMJ. Merci Annelise. Elle était la suppléante du conseiller général, où il est Olivier, où es-tu Olivier? Olivier de l'affaire qui a battu un UMP à Versailles. Merci à vous trois, vous m'aiderez dans cette campagne à faire passer les messages essentiels que nous allons porter. Je voudrais très rapidement que mon équipe de campagne vienne là. Je ne vais pas tous vous les présenter. Je voudrais simplement vous dire que la moyenne d'âge est de 29 ans. Nous croyons dans la jeunesse, nous croyons dans l'avenir. Mon directeur de campagne tout de même, Anthony Marchand. Son adjoint, Patrick Roujoin-Baville. Mes chers amis, la démocratie ne s'improvise pas. Une démocratie antichrétienne sera une caricature qui sombrera dans la tyrannie ou l'anarchie, nous a dit Robert Schuman dans son livre pour l'Europe. Au terme de cette université d'été, une première pour le PCD, nous sommes en passe de réussir notre pari. Celui de redonner vie en France à une famille politique d'inspiration chrétienne. Si l'on en croit Schuman, l'enjeu n'est pas mince. Ceux qui pensaient que la société de consommation répondait à toutes les attentes humaines se trompaient. Ceux qui pensaient que le libre-échange et la globalisation nécessitaient la fin des nations, l'uniformisation et la standardisation se trompaient. Ceux enfin qui projetaient dans l'avenir leur rêve d'un dépassement de l'humain par la technique sont mis à défaut. Il reste aujourd'hui des hommes et des femmes pour transporter les montagnes. Il reste des hommes et des femmes pour dire et penser que le monde humain est construit sur un socle incontournable, donner, recevoir, rendre. Ce qui renverse les mains invisibles, les théories utilitaristes et le triomphe des volontés de pouvoir. Il reste en effet des hommes et des femmes qui aiment la France et qui pensent que la fille aînée de l'Église et la mère des droits de l'homme a encore un avenir, une parole à faire connaître et des chemins à tracer. Ces gens-là, c'est vous. C'est vous qui êtes là, présents aujourd'hui. C'est nous. Et bien d'autres encore. Ceux qui attendent et qui espèrent.
Comme héritiers de cette filiation, nous sommes aujourd'hui, mes amis, tous ensemble, et j'insiste, nous sommes tous ensemble, les dissidents du nouveau siècle. Nous sommes ceux qui refusons les logiques de peur, le primat de la gestion et l'impératif de la désespérance. Nous voulons résister, nous voulons transmettre et nous voulons construire. J'ai pour ambition de poser en 2012 les bases du redressement de la France. Encore faut-il que nous soyons capables de porter notre regard au niveau des enjeux et non pas sur les bons mots et les petites phrases des prétendants à ce débat présidentiel. Je vous le dis sans détour, nous ne voulons pas nous contenter d'ajustements. Ceux qui pensent que nous pouvons nous permettre de proposer des mesurettes aux Français se trompent. Le temps n'est plus à telle augmentation de TVA ou à tel amendement. Ce temps-ci, ce temps d'aujourd'hui, c'est celui des grandes mutations, pas des petites ambitions. Nous commémorons aujourd'hui la tragédie du 11 septembre. Le choc énorme de cet événement a marqué le vrai début du XXIe siècle. Il a changé notre vision des forces à l'œuvre dans le monde. Il a révélé la fragilité de nos grands équilibres. Mais 10 ans plus tard, qu'avons-nous fait de cette prise de conscience? Sur quel roc avons-nous bâti? Celui que je vous propose, face à l'urgence, est porté par ma volonté entièrement tendue vers le projet que nous présentons aux Français. Nous devons faire de grandes réformes et pour sortir des logiques de sparadrap, nous devons faire vivre et revivre des valeurs fortes, c'est-à-dire sortir de la schizophrénie où l'on n'a jamais autant parlé d'identité sans vouloir honnêtement savoir ce qu'est la France. Faisons d'abord un tour d'horizon. Que propose-t-on aujourd'hui aux Français? À gauche, un PS qui se cherche un leader à défaut d'avoir su trouver un programme novateur. Non content d'avoir voulu se donner aux plus internationalistes de ses leaders, les socialistes engagés dans une course de second couteau vont singer maintenant les États-Unis au travers de primaires qui ne correspondent à rien dans notre histoire politique et institutionnelle. Mesdames et messieurs, les socialistes, avec votre primaire, vous êtes tout simplement en train d'oublier que le temps du choix, c'est celui du premier tour, justement. Pour que ce choix soit l'affaire des Français et non celui des partis. Vous oubliez que le premier tour, c'est le temps où les appareils sont en retrait, pour que le choix se fasse sur une personnalité qui porte un projet. Vous oubliez donc tout simplement ce qu'est la France. Vous allez choisir une personne pour un projet prédéfini et déjà fini, tout simplement pour préserver d'abord votre appareil partisan défectueux. De vos ambitions, de vos points communs, il ne ressort que la volonté de glisser encore et toujours sur la pente d'une société libertaire, l'autre nom d'une société sans repères, l'autre face du triomphe des plus forts. C'est une trahison de vos idéaux historiques, une éclipse de votre éthique la plus fondamentale, une démission collective face à un supposé sens de l'histoire. Vous avez trahi la générosité de tant d'hommes et de femmes de bonne volonté qui croyaient en la gauche pour s'engager au service de l'homme. Il n'y aura rien à espérer pour la France de ces renoncements. Vous vivez hors l'histoire, après l'histoire, comme disait Muret. Il reste donc évident que votre victoire ne peut en rien être souhaitée pour la France.
le tableau n'est guère plus glorieux. L'UMP, c'est un patchwork auquel aucune couleur politique ne manque. Libéralisme, conservatisme, populisme, jacobinisme, tout cela se noie aujourd'hui dans une soupe qui ne reflète plus que la soif du pouvoir. La volonté initiale d'Alain Juppé de construire un grand mouvement politique moderne, riche de ses composantes, a fait long feu. Aujourd'hui, le secrétaire général de l'UMP pilote, au gré du vent, une dose pour la droite populaire, car il chasse en bande, un poste pour un radical timoré, car il faut les tenir, des débats qui ne débouchent pas sur grand-chose, sinon sur des polémiques qui divisent encore un peu plus les Français. Et lorsque le tout s'accompagne d'une ironie constante et jubilatoire, on voit bien que le roi est nu. Tout ceci a engendré l'explosion actuelle. Un jour Morin, le lendemain Villepin, ici et là Borloo, qui s'est pris les pieds dans le tapis. Tous ceux qui veulent avoir quelque chose à dire se mettent à jouer des coudes. Pour Hervé Morin, est-ce bien nécessaire d'écrire tout un livre pour brocarder un président adoré hier? Pour Dominique de Villepin, le champ politique français se réduit-il à une querelle d'ego, à une logique de haine? Le panache français est-il tombé si bas, dans la boue? Jean-Louis Borloo, alors lui, il est passé d'un jour à l'autre à « retenez-moi ou je fais un malheur » à « j'ai fait les comptes, il vaut mieux être raisonnable ». Tout cela n'est pas à la hauteur des enjeux et des attentes. Et tout cela, mes amis, n'accouchera que d'une nouvelle proposition politiquement correcte. Voyez bien, le seul acte de défiance depuis le début de la mise en scène, Jean-Louis Borloo a effectivement franchi le Rubicon. Mais attention, attention! Il a mis les choses au clair. Il a voté pour le mariage homosexuel, en accord avec toute la gauche, mais surtout avec les derniers sondages. Qui peut penser que c'est ainsi que l'on portera un projet ambitieux et solide pour répondre à la gravité de la situation? Mais il n'y a pas que la droite et la gauche. Il y a ceux qui croient que dire le centre constitue un programme. Le centre, je vous le dis, ce n'est pas une mystique, ni même une politique. Ce peut être une intuition, une autre voie, mais encore faut-il qu'elle soit incarnée par un homme ou une femme de valeur qui croit plus à la hauteur de ses buts qu'à sa propre grandeur. Je dis à François Bayrou qu'il égare les Français en cherchant à leur faire croire que le destin de la France est lié à sa seule personne. Il y a aussi Marine Le Pen. Il y a surtout les abstentionnistes. Il y a aussi tous ceux qui mettront un bulletin dans l'urne pour dire le mot de Cambronne. Je les comprends tous, car ils expriment un refus et une envie. Ils nous demandent de ne plus mentir. Ils nous disent que les actes doivent être en accord avec nos principes. Ils nous disent d'écouter. Chacun, à leur manière, exprime surtout la même colère que Péguy au début du siècle dernier. Je le cite. « Le mouvement de dérépublicanisation de la France est profondément le même mouvement que sa déchristianisation. C'est ensemble un même et un seul mouvement profond de démystification, fermez les guillemets.
Péguy ajoutait avec clairvoyance, je le cite, « La mystique républicaine, c'était quand on mourait pour la République. La politique républicaine, c'est à présent qu'on en vit. » Quelques décennies plus tard, nous entendons le même cri. Et il y a dans ce cri quelque chose de superbe et quelque chose de tragique. Le tragique serait de laisser penser que ce retour de la France puisse s'exprimer par la voix de ceux qui enferment les fils et filles de France dans la peur. La voix de ceux qui pensent que l'on écoutera davantage la France si elle se transforme en île. Cette voie-là est sans issue car elle nous mène à la guerre civile. Je voudrais redire à l'extrême droite ces mots que Bernanos lui adressait déjà en 1937. Je le cite. « Des millions de pauvres gens entendent chaque jour les puissants haut-parleurs de vos journaux répéter à tous les carrefours « Ici la France, qui veut voir la France, n'a qu'à regarder le Front National. » Et Bernanos de poursuivre. « Je dis que, consciente ou non, une telle équivoque est un crime contre la patrie. 50 ans d'expérience ont assez démontré que vous ne parlerez jamais au peuple un langage digne de lui, digne de son passé. » Fermez les guillemets. Lorsque l'on ne fait que regrouper les petits révolutionnaires de tout poil, on ne fait que donner du crédit à l'idée qu'il faut tout casser, qu'il faut sortir les fourches pour faire justice soi-même, qu'il est temps de sauver sa peau dans la guerre de tous contre tous. Cette tragédie doit être épargnée à la France. Plus que d'autres peuples, nous savons que notre honneur est de savoir faire bloc pour nous changer de l'intérieur. Nous savons que notre héritage est fait d'exigence, de grandeur, de sens du don de soi, de l'enthousiasme pour des causes qui nous dépassent. C'est pourquoi il y a justement quelque chose de superbe dans l'attente des Français. Ces Français qui manifestent cette attente. Si certains choisissent de l'exprimer par le vote du Front National ou pour l'abstention, la plupart voient bien que ce sont là de faux chemins. Sur le fond, ils ne veulent pas que l'on succombe à la tentation de l'individualisme, de la peur et de la haine. Ils ne veulent pas que la France soit une puissance moyenne qui n'ait d'autre but que d'augmenter son PIB. Mais ils savent tous, mes amis, que nous devons nous réformer. Ils ne veulent plus de pseudo-gestionnaires ou de présidents normal, de même qu'ils voient bien qu'il ne suffit pas de vociférer pour incarner ce qui fait la grandeur de la France. Ces Français-là, ils attendent la relève, avec le sentiment qu'une page doit se tourner. Mais ils savent aussi que ce qu'ils cherchent ne se limite pas à des slogans ou à des boucs émissaires. Ils cherchent ce qui fait la France, une alchimie particulière, nourrie de l'engagement des saints du christianisme et des hussards noirs de la République. Ceux qui ne frissonnent pas à l'évocation du baptême de Clovis et de la fête de la Fédération de 1790 ne comprendront jamais l'histoire de la France, a dit Marc Bloch. Eh bien, nous en sommes là. Les jeux de couloir dans les partis ont pris le dessus. Les Français ne peuvent s'y résigner. Et c'est une très bonne nouvelle. Pour moi, la France attend un vrai Big Bang basé sur nos racines judéo-chrétiennes. Oui, mes amis, il nous faut un vrai Big Bang pour retrouver du souffle,
Ce Big Bang, c'est un élan initial qui emporte tout. C'est ce moment furtif qui pose le temps long. Le Big Bang en politique, ce n'est pas la table rase, c'est le choix de remettre à plat pour poser de nouvelles bases. Jusque-là, nous n'avons jamais voulu voir que la mondialisation nous oblige à sortir d'un schéma hérité de l'après-guerre, dans lequel les gains de productivité nourrissaient les salaires et les dépenses publiques. Dans une économie ouverte, mondiale, ce circuit est inopérant. De plus, c'est la baisse des dépenses publiques et des salaires qui semble nécessaire à la compétitivité. Et c'est ainsi que nous arrivons aujourd'hui, mes amis, à la quadrature du cercle, au moment où l'État ne sait plus fonctionner sans dépenser et les ménages n'acceptent plus, à juste titre, de ne plus recevoir leur part des efforts consentis. Regardons la vérité en face. Connaissez-vous quelqu'un qui dépense 5 700 € par mois, quand il en gagne 3 000, avec une dette de 339 000 € sur sa tête? C'est la réalité de l'État aujourd'hui. Il nous faut donc changer de modèle. Ce que je vous propose, c'est de changer de modèle. Les 3 piliers de la France au cœur de cette nouvelle France que je propose vont dans le sens d'un retour à la compétitivité de notre pays par le retour à des principes forts. Le premier pilier, c'est celui de la nécessité de créer une solidarité qui favorise le dynamisme. À tomber dans le jeu facile de la stigmatisation de la richesse, on a oublié qu'avant de répartir, il faut produire. Aujourd'hui, le dynamisme est étouffé par notre système de solidarité. Je n'accepte plus que nos choix nous poussent soit à montrer du doigt les plus faibles, soit à renforcer le piège de l'assistance. Nous sommes à un point où les bénéficiaires de notre solidarité sont accusés, vous rendez-vous compte, sont accusés d'être le cancer de notre société. Laurent Wauquiez, comment as-tu pu faire cela en prétendant appartenir à la droite sociale? Nous sommes à un point où les classes moyennes constatent à longueur de journée être au-dessus du niveau nécessaire pour avoir une aide, et où les plus aisés constatent une si mauvaise gestion de l'État qu'il leur est insupportable d'être traités en vache à lait d'un système qui est à bout de souffle. Qui, en France, saurait dire combien de dispositifs sociaux se cumulent? Personne. Qui peut penser qu'il y a une logique globale autre que la juxtaposition de niches? Personne. À force de multiplier les politiques ciblées, on a construit un mammouth sans cœur, sans visage et sans force. On a surtout laissé penser que nous n'étions pas tous soumis aux mêmes droits et devoirs et qu'il y avait des Français plus égaux que d'autres. Nous avons aussi laissé penser que le premier objectif de nos politiques était d'étouffer les revendications en créant une nouvelle allocation pour créer une nouvelle clientèle électorale. Ce type de solidarité, mes amis, c'est fini. Il est temps de remettre chacun face à ses responsabilités. Car notre ambition n'est pas de sombrer dans le laisser-faire. Ce n'est pas ici que nous accepterons que l'on puisse laisser l'un de nous à la rue sans réagir. Ce n'est pas ici que nous abdiquerons devant ceux qui pensent que la solidarité exclut la compétitivité. Ce n'est pas ici que nous laisserons le défaut de courage de quelques-uns étouffer plus longtemps le dynamisme de tous les autres. Avec ce type de raisonnement,
personne n'aurait rendu possible les allocations familiales. Personne n'aurait cru au mutualisme. Personne n'aurait pu dire que les biens de la terre sont destinés à tous. Pour moi, il n'y a pas de politique sans des axes clairs. Il est grand temps de rebattre le jeu des Français pour que la vie économique ne sépare pas ceux qui n'ont aucune bonne carte dans leur jeu de ceux qui ont toutes les grosses cartes, les as et les atouts. Nous réussirons si chaque Français trouve dans son jeu un atout, si chacun reçoit pour pouvoir donner et créer. Ce choix de fond, c'est celui d'une profonde simplification. Ce choix profond, c'est le choix d'une profonde simplification, le choix de mettre fin à plusieurs centaines d'allocations auxquelles plus personne ne comprend rien. Une simplification qui permet, sans aucune charge supplémentaire pour le budget de l'État, sans aucune charge supplémentaire pour le budget de l'État, de donner à tous un revenu de base de 400 € pour les adultes et de 200 € jusqu'à 18 ans. Que l'on ne s'y trompe pas, je ne propose pas une assistance en béton, non, non. Je propose un revenu de base, reconnaissance que chacun a sa place en France, mais dont le montant pousse à la reprise d'activité. Ce n'est pas une trappe à pauvreté, mais un atout pour sortir de la misère. Ce n'est pas un viatique pour ne rien faire, mais une solution simple pour exister, pour prévoir et pour agir. Et aussi pour donner une perspective aux jeunes en particulier. Après ce revenu de base, le deuxième pilier fondamental de la nouvelle France que je souhaite, c'est une profonde réforme fiscale. Pas un changement de taux, non, non, ou la création d'une nouvelle tranche. C'est l'instauration d'une fiscalité lisible dont chacun puisse comprendre le sens et qui revalorise le goût de l'effort. Dans cette nouvelle France, tous les Français doivent payer l'impôt sur le revenu, comme tous recevront le revenu de base. Les deux sont intimement liés philosophiquement et financièrement. Pour encourager la création de richesses, les travaux que j'ai menés avec différents économistes me font aboutir à la conclusion que 2 tranches suffiront pour passer sans surcoût à un modèle robuste. 2 tranches pour tous les revenus, du travail et du capital. Et pour sortir d'un monde où il est plus rémunérateur de confier son argent à des spéculateurs que de le faire travailler au profit de l'économie réelle. Le troisième pilier de la nouvelle France, pour que le moteur de notre pays retrouve sa force, je propose la mise à plat des aides aux entreprises et la réhabilitation du patriotisme économique. Où en sommes-nous aujourd'hui? On dénombre plus de 6000 dispositifs d'aide pour redistribuer ici et là 65 milliards d'euros prélevés principalement aux PME. 65 milliards d'euros dont l'efficacité n'est pas avérée, puisque, par exemple, les quelques 220 dispositifs pour aider à la création d'entreprises ne sont utilisés que par 10% de ceux qui créent effectivement une entreprise. Si, dans le même temps, on observe que l'impôt sur les sociétés pèse surtout sur les PME-PMI, alors que les aides bénéficient surtout aux grosses sociétés et aux multinationales, on comprend
que le printemps français des PME est possible et qu'il est à portée de main. L'économie, mes amis, l'économie réalisée par la suppression des 2/3 de cette myriade d'aides aux entreprises, soit 45 milliards d'euros, sera réaffectée dans 2 directions. Tout d'abord, nous pensons qu'il ne peut pas y avoir de patriotisme économique sans patriotisme tout court. Or, notre cohésion nationale se délite et nous engloutissons des fortunes pour colmater les brèches. C'est pourquoi je rétablis sous une nouvelle forme un service national obligatoire. Notre pays, autour et pour notre jeunesse, doit se doter d'un outil puissant qui nous permette de transmettre nos valeurs, assurer notre cohésion nationale et promouvoir notre rayonnement à l'international. Mais par ailleurs, je crois profondément aux vertus de l'enracinement. Je crois au génie des territoires de notre pays. Nous devons financer les infrastructures, notamment numériques et logistiques. Elles mettront nos territoires en capacité de valoriser leurs atouts, notamment au service des PME, et nous devons leur permettre de s'ouvrir au monde. Lorsque l'on sait que le tiers du PIB français est le fait de 240 entreprises et que celles-ci représentent 60% de notre effort de recherche et de développement, mais seulement 27% des emplois de notre pays, nous sommes face à un devoir politique et moral. On ne peut plus assister au mouvement de concentration du capital en le laissant filer hors de nos territoires. 95% des financements des marchés en France bénéficient, mes amis, à 100 entreprises. Il est donc désormais prioritaire de porter une politique de relocalisation des investissements au service de nos PME et de nos PMI. Cela peut prendre la forme des fonds régionaux construits par souscription locale, de bourses régionales, au service de filières enracinées dans notre vie locale. Nous devons retrouver une créativité politique et retrouver la célèbre devise « ne pas subir ». Nous devons être les acteurs de la mondialisation, mais lutter contre la captation des investissements au profit de groupes sans attache et parfois sans racines. Cela commence par un patriotisme économique qui sera décliné dans nos régions. À ces conditions, nous avons toutes nos chances. Ces 3 piliers de la France, de cette nouvelle France, création d'un revenu de base, sur la base d'une solidarité qui favorise le dynamisme, la réforme fiscale et la redécouverte d'un nouveau patriotisme économique, sont nécessaires et possibles. Le temps d'un quinquennat, nous pouvons mener un vaste exercice de clarification sur les bases que je viens d'esquisser. Il ne s'agit pas de table rase, il s'agit de donner corps à une volonté politique. Pour ce faire, nous devons voir en face que la problématique de la dette ne s'arrêtera pas à la règle d'or, mais qu'il nous faut maintenant nous attaquer à notre habitude des déficits. Aucun déficit ne doit être accepté pour élaborer le budget de la France. Pas 3%, pas de déficit. Et rien ne sert de l'inscrire dans la Constitution. Il suffit d'une volonté politique partagée. C'est un chantier immense, bien sûr, mais qui me semble prioritaire et qui devra sans doute être mené dans le cadre d'une union nationale avec tous ceux qui veulent emmener la France vers un fonctionnement qui nous redonne un rang dans le monde. Ce Big Bang, il ne pourra pas se réaliser si nous ne cherchons pas à renouer avec ce qui fait le génie de notre nation. Et pour une fois, vous allez peut-être être surpris, mais je vais vous citer Machiavel. Qu'est-ce qu'il nous disait, Machiavel?
Si tu veux marcher vers le futur, retourne toujours à tes racines. Alors il ne s'agit donc pas seulement d'avoir un héritage, comme s'il ne s'agissait que d'un patrimoine. Il s'agit d'une sève, il s'agit de la vie qui est en nous. Et je fais mienne cette belle phrase du cardinal Mercier qui disait au milieu de la Grande Guerre, je le cite, « La France est une grande nation, elle le demeurera, pourvu qu'elle s'en souvienne. » Les racines qui nous nourrissent sont encore fécondes. J'en veux pour preuve la foule silencieuse et méditative des jeunes rassemblés à Madrid. J'en veux pour preuve ceux et celles qui agissent dans nos quartiers pour montrer que la France, ce n'est pas un grand marché de consommation, mais un pays où l'on porte haut l'idée que l'homme et la femme sont des richesses égales et inégalables. J'en veux pour preuve le grand nombre de ceux qui pensent que la richesse n'est pas un problème en soi, mais qu'elle implique une responsabilité. J'en veux pour preuve l'exigence de voir la mondialisation faire place au souci du don et de la gratuité. J'en veux pour preuve la volonté de dire à ceux qui sont depuis peu dans notre pays que nous sommes capables d'ouverture et d'un profond sens de l'accueil, mais que leur devoir est de connaître l'histoire qui est la nôtre, de reconnaître nos racines, de respecter notre conception du droit, notre idée de la femme, notre souci de la liberté religieuse et la distinction entre la sphère politique et la sphère spirituelle. Au fond, j'ai la conviction que nos difficultés sont d'abord en nous-mêmes. Rappelez-vous, c'est la France, par son président de l'époque, qui a refusé que le projet européen de traité constitutionnel évoque nos racines judéo-chrétiennes. Julien Benda, le philosophe auteur de La trahison des clercs, nous avait mis en garde en disant, je le cite, « L'Europe ne sera pas le fruit d'une simple transformation économique, voire politique. Elle n'existera vraiment que si elle adopte un certain système de valeurs morales et esthétiques. » Fermez la citation. Et je vous le dis, en refusant de dire son histoire, la France a fait commettre une faute à l'Europe, une vraie trahison. Une vraie trahison par rapport à l'intuition des pères de l'Europe, de Robert Schuman en particulier. Une faute par rapport à la vérité qui démontrait notre difficulté à sortir du nihilisme et à porter des valeurs. Tout se passe comme si le poison de mai 68 était encore à l'œuvre, comme si le déni de soi, la course à l'individualisme, la primauté de l'argent étaient les seuls ressorts de notre société. Eh bien, je vous le dis, le grand temps est venu de marquer le stop. C'est sur nos valeurs fondamentales que nous devons faire un choix. C'est sur ce point déterminant, préalable à toute renaissance, que je veux la mobilisation, la détermination, l'exigence des Français dans cette campagne présidentielle. Ma candidature leur permet d'exprimer cette exigence. Pour nous, chrétiens démocrates, l'être humain est digne de respect de la conception à la mort naturelle. Pour nous, démocrates chrétiens, les biens sont destinés à tous,
ce qui intègre tant le sens de la propriété que le souci pour les plus faibles. La subsidiarité est la clé de la répartition des compétences. La famille est la base de la société. Elle doit donc être renforcée, maintenue dans le cadre d'un mariage fondé sur la durée, l'altérité et la différence des sexes. Que dire d'autre que la mondialisation est une tragédie si elle rime avec standardisation, globalisation et nivellement par le bas, mais qu'elle est une vraie opportunité si elle rime avec universalité, complémentarité, solidarité, en exigeant de poser les règles sociales et environnementales qui rééquilibrent le commerce mondial. Pour nous, la dignité des travailleurs intègre le droit à une juste rémunération et à une légitime participation. Le respect de la nature nécessite de mettre fin au saccage de la planète. Pour nous, soyez attentifs. L'économie ne fonctionne pas seulement selon une autorégulation mercantile, mais elle a besoin d'une raison éthique de façon à fonctionner en vue de l'homme. Cette phrase, certains, j'espère beaucoup, ici l'auront reconnue. Elle a été prononcée à Madrid, il y a quelques semaines, par un vieil homme, acclamé par des millions de jeunes. Qui peut dire aujourd'hui que les racines chrétiennes ne sont plus fécondes? Pour la famille, autre valeur fondamentale, ce sont les laboratoires de gauche qui nous expliquent qu'il faut maintenant revoir notre politique. Je cite notamment Terra Nova, ouvrez les guillemets, « Les fratries nombreuses semblent avoir un effet assez défavorable sur la scolarité des enfants et leur trajectoire sociale. Il convient donc d'imaginer que les PMI est une action de sensibilisation auprès des parents sur les difficultés en termes d'éducation et des vies professionnelles des mères qui peut provoquer le choix d'avoir un 4e enfant ou davantage. » Fermez les guillemets. On savait déjà que les Verts, comme Yves Cochet, considèrent qu'un bébé représente en consommation de CO2 16 000 allers-retours Paris-New York et qu'il est donc temps de prôner la fin des allocations familiales après le 2e enfant. Mais on pourrait rire si on ne constatait pas que le problème a désormais tendance à s'étendre. Vous le savez, des hommes de droite viennent à leur rescousse en affirmant que la persistance du chômage est due à la vigueur de la natalité française. Ce simple exemple nous permet de mesurer l'ampleur du glissement en cours. Nous avions déjà un ministre de l'Éducation nationale qui s'amusait à reproduire les idées tortueuses de Ségolène Royal. Voilà qu'il se met à plagier les féministes américaines d'il y a 25 ans. Regardons les choses en face. Regardons les choses en face. Comme pour le statut de beaux-parents en 2008, comme les tentations d'euthanasie en 2007, c'est la parole du PCD qui a remis une part de la majorité sur les rails. Il ne faut pas y voir une gloire quelconque, non. Il faut surtout avoir le devoir, qui est le nôtre, de prendre la parole. Un de mes proches me confiait il y a peu ce dialogue révélateur entre un père et ses enfants. Et c'est véridique, hein, je ne l'ai pas inventé. Le garçon de 4 ans dit « Papa, si un garçon se marie avec un garçon, ils auront des garçons? Et il n'y aura plus que des garçons après ?» Face à la stupeur du père, la jeune sœur de 7 ans poursuit l'investigation 1 minute après. « Papa, est-ce que je pourrais me marier avec 2 garçons ?» Et voilà où nous en sommes. Alors certains baissent les bras, ne croient plus, sont angoissés, voire désespérés. Eh bien moi, je leur dis, oui, les temps qui s'annoncent vont être difficiles. Mais en regardant dans l'histoire d'autres situations paraissaient dramatiques. Il a fallu 5 ans au général de Gaulle pour redresser la France après-guerre. Il a fallu 5 ans au chancelier Schröder
pour redresser l'Allemagne. Les exemples sont là. Je propose aux Français d'avoir la volonté politique de résister, de transmettre, de construire. C'est cela qui m'oblige à prendre la parole. La crise que nous connaissons et qui est devant nous ne mérite pas le silence dans les rangs. Nous sommes face à un formidable défi de civilisation qui est d'abord éducatif. Nous sommes à l'orée d'un temps où les tièdes n'auront plus rien à dire. Il est temps de rappeler que l'on ne peut pas associer la liberté et la paix s'il n'y a pas de valeurs fortes partagées. Il est temps de dire que le pédagogisme est terminé, car l'heure est à l'instruction et à la transmission. Mes chers amis, il est temps de prendre la parole de façon sereine, calme, déterminée. Il est temps d'investir ce premier tour, qui est la première forme constitutionnelle que notre pays offre à chacun pour dire ce à quoi il aspire, ce à quoi il convoque les femmes et les hommes politiques de notre pays. Nous ne sommes pas des kamikazes qui cherchons à mettre le pays à feu et à sang, non. Nous sommes des dissidents. Nous sommes des dissidents qui voulons sortir des catacombes. Nous sommes des éclaireurs. Nous sommes des précurseurs. Aujourd'hui, je prends l'engagement devant vous de porter haut et fort les convictions qui changeront notre pays. Je prends l'engagement devant vous de rester la combattante de la paix que vous connaissez. Une combattante qui aime son pays. Une combattante qui veut que son pays gagne. Une combattante qui porte la France au cœur, qui porte une nouvelle France. Vive la République, vive la France!